Alors, vous voulez que je réponde à certaines de vos questions? Voilà, tout à fait. Donc, si j'ai bien compris votre propos, ça fait à peu près plus de 40 ans que des chercheurs à travers le monde essaient de trouver la fusion nucléaire. Mais pourquoi au bout de 40 ans on n'a pas trouvé une application civile? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que pendant ces 40 dernières années on n'a pas vraiment insisté sur cette filière? Est-ce qu'on a mis assez de moyens humains ou financiers ou c'est vraiment un problème physique, danse physique, qui fait qu'on met beaucoup de temps, on n'a pas trouvé au bout de 40 ans? Oui, la réponse, c'est que c'est un problème physique. D'accord. Ce n'est pas un problème de mâche d'effort à accroître. Nous sommes arrivés à un point où, je ne veux pas entrer dans les détails, mais la proposition essentiellement faite était de concentrer un faisceau laser sur une petite sphère. Et ce faisceau laser élève la température de l'extérieur de la sphère et transforme l'énergie du laser en chaleur, c'est-à-dire en une énergie désordonnée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait obtenir, en chauffant l'extérieur de la sphère, obtenir une température élevée qui permette à la matière de se déplacer vers l'extérieur pour exercer par contre-réaction une pression vers l'intérieur, pour obtenir finalement un point chaud au centre, dense et chaud, car pour obtenir la fusion, il faut simultanément avoir une très grande densité et une très haute température et une durée suffisante pour que le phénomène tente se produire. La difficulté du contrôle de la fusion, c'est de respecter cette condition. Et c'était clairement, transformant l'énergie du laser, qui est une énergie très ordonnée, en une énergie thermique, analogue à celle qu'on utilise quand on fait la cuisine par exemple, une énergie désordonnée, eh bien, cette énergie thermique n'a pas été suffisamment efficace pour obtenir le résultat. Or, puisque vous me posez la question, c'est que pendant, on peut dire, 40 ans, les chercheurs ont cherché à obtenir par cet éclairage le point chaud, et ils n'y sont pas arrivés, et tous leurs calculs ont montré qu'il faut réaliser des conditions tellement précises qu'elles sont pratiquement impossibles à réaliser. Ce n'est pas donc un problème de masse de chercheurs, c'est un problème de difficulté physique, peut-être plus grande que nous le prévoyons, mais que nous prévoyons auparavant, mais qui est lié au fait que si on transforme l'énergie de laser en énergie désordonnée, thermique, eh bien on n'arrive pas au résultat. Et il est arrivé un phénomène extrêmement important vers les années 95. Je vous rappelle que nous avons commencé vers les années 60, donc 93-95, c'est une bonne trentaine d'années après. Nous sommes arrivés au résultat que, premièrement, on ne pouvait pas y arriver par la méthode que nous utilisions, mais un Français, Gérard Mourou, a découvert une nouvelle manière de faire ces impulsions qui ont été beaucoup plus brèves qu'auparavant, qui, au lieu de faire 1 milliardième de seconde, qui est déjà très faible, il a fait des impulsions 1000 ou même 100 000 fois plus courtes, qui ont changé la physique, qui ont permis aux électrons et aux ions d'être beaucoup plus accélérés par le champ électrique qui était beaucoup plus grand, et au lieu d'éclairer cette petite sphère de deutérium, tritium, d'éléments légers, au lieu d'éclairer et de chauffer l'extérieur de la surface, le champ électrique a été suffisamment fort pour transformer l'énergie du laser en un faisceau d'électrons et un faisceau d'ions. Les ions, ce sont les particules positives qui constituent les noyaux des électrons, qui sont plus lourds, les atomes, et qui sont plus lourdes que les électrons, 1000 fois plus lourdes, et qui se déplacent plus lentement. Et grâce à cet éclairement des lasers avec des impulsions beaucoup plus fines, on transforme l'énergie du laser ordonnée, très ordonnée, en un flux d'électrons et en flux de protons qui sont, elles aussi, des particules très ordonnées.
Voyez-vous, il y a une conversion de l'énergie incidente, très ordonnée, en une énergie ordonnée, et nous avons des raisons de penser très solides que cette conversion d'énergie est très facilement, assez facilement concentrable et de manière beaucoup plus efficace que l'énergie thermique. Et nous avons Vous reprenez votre propos dans la foulée, je comprends. Je vous l'ai dit que nous travaillions sur le sujet depuis une trentaine d'années et que nous n'étions pas arrivés au résultat. Notre proposition était d'illuminer la surface de la sphère d'éléments légers dont la combustion doit produire l'énergie. Je vous ai dit que cette illumination par des impulsions pourtant très courtes, de l'ordre du milliardième de seconde, n'avait pas permis d'obtenir un progrès important. Ceci vient du fait que cet éclairement par des impulsions de l'ordre du milliardième de seconde transforme la surface extérieure de la sphère en énergie dont la température s'est élevée, en énergie qu'on appelle thermique. Et une énergie thermique est une énergie désordonnée. Voyez-vous, une énergie ordonnée, c'est un petit peu l'analogue d'une troupe militaire qui se déplace au pas et qui peut être concentrée dans un volume donné à un moment donné. L'énergie thermique ne peut pas faire ça facilement. Au contraire, une énergie cohérente, qu'on appelle entropie nulle, est l'analogue d'une troupe militaire qui peut se concentrer facilement dans l'espace et dans le temps. Et le gros progrès obtenu grâce aux impulsions brèves de Gérard Mourou, c'est que l'énergie cohérente du laser, cette troupe militaire qui arrive, est convertie en un flux d'électrons et en un flux de protons qui sont cohérents, qui se déplacent comme une troupe militaire très ordonnée se déplace, et cette énergie ainsi transformée et qui va pénétrer à l'intérieur de la petite sphère a de fortes chances de pouvoir être concentrée d'une manière beaucoup plus intense que l'énergie produite par des impulsions beaucoup plus longues. Donc nous avons fait, grâce à Gérard Mourou, un progrès énorme, mais à ma connaissance, nous n'avons pas encore obtenu l'allumage, ce qui est essentiel. Peut-être je me ferai faire un commentaire sur cette affaire d'allumage en disant, en parlant du feu de bois, etc. Non ? On parlera du principe. Autre question. Aujourd'hui, la fusion nucléaire par laser est utilisée beaucoup plus sur des applications militaires. Il y en a deux au niveau international. Vous me dites si je me trompe, le projet Mégajoule à Bordeaux. Nous avons la chance d'avoir les deux voies, les deux filières en termes de fusion nucléaire. La fusion nucléaire par contention dans un champ électromagnétique et la fusion nucléaire mégajoule. Mais à Bordeaux, c'est plutôt des applications militaires. Et au niveau américain, c'est le NIF. Et pareil, c'est comme à Bordeaux, c'est des applications militaires. Comment ça se fait que les physiciens, les scientifiques, les ingénieurs et le budget soient orientés plus vers des applications militaires et pas vers des applications civiles? Ceci vient du fait que en 1993, 92, 93, le gouvernement français a décidé de ne plus faire d'essais nucléaires. C'était une décision prise par M. Chirac et M. Mitterrand. Ils ont dit, nous ne ferons plus d'essais nucléaires, et ont demandé aux ingénieurs français s'ils étaient capables de faire des expériences qui leur permettent de conserver ce potentiel, cette force de frappe. N'est-ce pas ? La force de frappe, c'est une fusion nucléaire produite
non pas par une petite sphère de 1 mm de diamètre qui permet de produire une énergie qu'on peut utiliser, mais c'est une sphère beaucoup plus grosse qui détruit et fait des désastres considérables. Donc, les ingénieurs français ont répondu, bien que nous pouvons conserver la force de frappe en faisant ce qu'on appelle une modélisation du phénomène, et le gouvernement français a décidé d'apporter des crédits très importants à cette opération, et l'opération est, disons, qui permet au laser de 1 mégajoule de 1 million de joules de Bordeaux de se développer. Ceci résulte du fait que le président français a décidé d'attribuer une priorité militaire. Le travail est fait aux États-Unis également, je crois en partie dans ce but. Se pose un problème aujourd'hui, grâce en particulier aux impulsions brèves découvertes par Gérard Mourou, de savoir si on maintient cette priorité militaire, qui ne donnera pas des emplois en quantité comme le donnerait la réalisation d'une usine de civile de production d'énergie. Et il se pose là un problème dans le monde, et un problème en France en particulier, de savoir si on n'oriente pas davantage l'effort vers les applications civiles qui conduiraient à des usines de production d'énergie dont nous avons largement besoin, sans négliger forcément l'application militaire, mais en mettant l'application civile devant. Je crois qu'il faut bien voir que c'est très important de voir cela, car actuellement, 70% de notre énergie est délivrée pour être utilisée dans les voitures, par exemple dans le chauffage, à partir du carbone, à partir du pétrole. Et on sait bien qu'au rythme où nous allons, il n'y aura plus de pétrole disponible dans une cinquantaine d'années, mettons. L'autre manière, c'est d'utiliser la fission nucléaire, c'est-à-dire d'utiliser non pas des atomes légers comme l'hydrogène ou son isotope, enfin un corps très voisin qui est le deutérium, mais d'utiliser de ces gros atomes fragiles comme l'uranium. Depuis très longtemps, on sait produire de l'énergie avec l'uranium, et la première bombe a été faite, qui a été utilisée sur le Japon, a été la première réalisation. Maintenant, et ça s'est fait assez facilement, et maintenant on a travaillé pour faire des applications civiles avec cette fission, mais on doit retenir que, quelle que soit la qualité de la technique, elle est grande, la technique française est très grande, il y a un risque d'explosion, comme à Tchernobyl, et alors c'est une véritable catastrophe. Il y a un risque également venant du fait qu'il y a des déchets radioactifs à long terme qui sont très graves, surtout si on multiplie le nombre de ces centrales. Et troisièmement, il y a un risque de manquer de combustible. Il deviendra de plus en plus rare. De telle sorte que je crois qu'il ne faut pas critiquer, à mon avis, trop sévèrement la volonté de faire des centrales fission qui nous permettent, par exemple en France, de disposer d'énergie électrique sans utiliser la combustion du carbone, sans pétrole. Et la production électrique en France est à plus de 80% d'origine nucléaire, d'origine fission nucléaire. Je crois qu'il est clair que si nous pouvons mettre au point des usines qui partiront de la fusion des éléments légers, nous aurons premièrement un combustible qui se trouve abondamment partout dans les océans, dans les rivières, puisque dans une bouteille d'eau, il y a 3 mg d'isotope qui s'appelle le deutérium, dont la structure est très voisine de celle de l'hydrogène. Il y a simplement, au lieu d'avoir dans un noyau d'hydrogène un proton et un électron qui tourne autour, il y a dans le deutérium un proton plus un neutron et l'électron qui tourne autour. Et ce deutérium existe dans la bouteille d'eau que vous avez devant vous, et il y en a 3 mg, mais il y a
une abondance considérable. Il n'y a aucun déchet radioactif nuisible. Ce sont des déchets radioactifs qui, s'ils existent, disparaissent au bout de quelques dizaines d'années et ça ne présente pas d'inconvénient. Et il n'y a aucun risque, n'est-ce pas, de danger d'explosion. De telle sorte que l'application civile est d'une importance absolument majeure. Et si nous n'avons pas à notre disposition la fusion, nous aurons des ennuis extrêmement graves. Il consiste donc, à mon avis, de tenir compte de cette situation pour placer l'effort en vue des applications civiles dans une position assez favorable, sans négliger les applications militaires, mais en les mettant peut-être à une place moins privilégiée. Si je comprends bien, une future centrale à fusion nucléaire par laser ne peut pas avoir d'emballement. La réaction ne peut pas s'emballer. On arrête les lasers, la réaction s'arrête. Exactement. C'est un moteur, une sorte de moteur à explosion. On verra la démonstration tout à l'heure. Si vous voulez, enfin, on verra ça. C'était l'usine de production d'énergie par laser se présente de la manière suivante. On obtient en somme la combustion d'une sphère suffisamment petite pour qu'elle produise une énergie que l'on peut récupérer, qui ne détruise pas tout autour d'elle. Et là, on arrive à la conclusion que la petite sphère doit faire environ 1 mm de rayon. 1 mm de rayon. Et on peut en faire glisser 10 par seconde. Et le calcul montre que si on fait cette opération 10 fois par seconde, on obtiendra une centrale de 1 gigawatt. Hein? Et alors, l'intérêt de cette méthode de fusion par laser, disons, c'est une fusion dans laquelle on demande au laser de concentrer la matière suffisamment et de la porter à une température suffisante pour que les réactions puissent s'établir, comme on le fait dans un moteur à essence, comme on le fait lorsqu'on veut utiliser un feu de bois pendant une soirée, n'est-ce pas, on met des bûches qui correspondent à une énergie d'environ 1 milliard de joules, hein, de la même manière que c'est l'énergie qu'on utilise pour aller de Paris à Brest. Alors on met ça dans la cheminée et il faut démarrer cette réaction. Et là on a une allumette qui démarre, comme vous le savez, assez facilement la réaction, et dans ces conditions-là on a un rendement très bon parce que on utilise une énergie dans l'allumette qui est très faible par rapport à l'énergie disponible dans le feu de bois. Alors nous avons à faire ça toujours. On peut produire de l'énergie à partir de la matière, il faut déclencher le phénomène. Et c'est ce qui est difficile, particulièrement difficile dans le cas de la fusion par laser, et pour la fusion par d'autres méthodes. Et c'est cette opération de déclenchement que nous arriverons très vraisemblablement à faire, mais encore faut-il l'obtenir, grâce justement aux impulsions brèves découvertes par Gérard Mourou. On va faire une pause.